Merci d'abord pour l'invitation. Je ne suis pas si expert que ça, mais quand même, je suis plongé dans ce conflit depuis notre naissance, je crois. Euh, le problème, vous avez bien mentionné la nécessité de respecter le droit international. C'est vrai, mais le droit international tel qu'il est représenté par le Conseil de sécurité est malheureusement injuste. Il ne représente pas le droit. D'ailleurs, comme l'a dit celui qui m'a précédé, la création même de l'État d'Israël était contraire au droit international. Et ensuite, toutes les résolutions de l'ONU n'ont pas été respectées. Et Israël n'a jamais été sanctionné pour cette violation des droits de l'homme. Israël est le seul pays dans la région qui a la bombe atomique, et on s'attaque à l'Iran qui ne l'a pas. Et alors même que le dirigeant, l'Ayatollah Khamenei, avait bien publié un avis religieux interdisant la fabrication, l'usage de la bombe atomique. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est la loi de la jungle. Ça, c'est depuis toujours, c'est la position de la Chine. Depuis aussi l'agression israélo-américaine contre l'Iran, c'est la loi de la jungle. Malheureusement. Voilà, Et puis là, concernant Al-Quds, Jérusalem, parce que c'était ça mon intervention, c'est sur la question palestinienne, et c'est pour marquer un peu la journée internationale de solidarité avec la Palestine. Donc, Jérusalem, en tant que capitale, future capitale de l'État de Palestine, symbolise désormais l'identité nationale palestinienne, c'est-à-dire pas seulement Jérusalem, c'est toute la Palestine, et la lutte des peuples arabes contre le projet colonial sioniste. Ce projet a été conçu et favorisé par les puissances coloniales dès le XIXe siècle, bien avant le Conseil de sécurité, bien avant la Deuxième Guerre et la Première Guerre mondiale. Le 18 novembre 1917, lors de l'entrée des troupes britanniques conduites par le général Allenby à Jérusalem, le journal britannique The Herald a titré « Jérusalem est sauvée », je cite, « est sauvée par les Britanniques après 673 ans de domination islamique ». Ça, c'était la une de... là, voilà, ça c'est... j'ai copié là. Ça, c'est la une du Herald. Voilà. Donc, quelques jours auparavant, le même mois, la même année, le 2 novembre 1917, le gouvernement britannique adopte la déclaration Balfour du nom du secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume-Uni, promettant la création d'un foyer national juif en Palestine. Cette déclaration constitue une reconnaissance officielle de la part de la Grande-Bretagne du projet sioniste en Palestine, en violation flagrante des engagements pris auprès des dirigeants du mouvement panarabe en rébellion contre l'Empire ottoman. Comme pour anecdote, le Conseil des ministres britanniques qui avait adopté la déclaration Balfour a voté à l'unanimité ce projet, sauf une voix. C'est la voix du seul ministre juif britannique qui s'était opposé à cette déclaration. Puis, plus tard, les accords secrets de Sykes-Picot, c'est de la même année, presque, un an avant, signés le 16 mai 1916, après négociation
entre novembre 1915 et mars 2016, entre la France, le Royaume-Uni, avec l'aval de l'Empire russe et du Royaume d'Italie, prévoyant le découpage du Proche-Orient à la fin de la guerre en plusieurs zones d'influence au profit de ces puissances, ce qui revenait à dépecer l'Empire ottoman et à trahir les promesses faites aux Arabes concernant le ralliement à la guerre contre l'Empire ottoman. Voilà. Je résume un peu. C'est l'aboutissement du projet sioniste conçu par la Grande-Bretagne et ses alliés occidentaux, parce qu'il faut revenir un peu plus en arrière, dès 1840, après la défaite d'Ibrahim Pacha, qui voulait défaire l'Empire ottoman et le rénover, contrariant ainsi les projets occidentaux relatifs à cet empire agonisant, appelé à l'époque l'homme malade de l'Europe. Pour les puissances européennes, il est impératif de laisser l'homme malade, toujours malade, en attendant le moment propice pour se partager ses dépouilles. Donc, Brahim Pacha, qui avait unifié la Syrie et l'Égypte, et qui était sur le point de renverser le régime ottoman, a été battu par une intervention occidentale militaire conduite par la Grande-Bretagne et la Russie, y compris la France, qui a débarqué des forces au Liban à l'époque. Et ils ont donné l'injonction à Mohamed Ali de rester en Égypte, de ne pas déborder la frontière, dont ils ont reconnu son droit à gouverner l'Égypte seulement, et de ne plus regarder vers la Syrie et vers l'Empire ottoman. Et le but de cela, c'était après ce qui était considéré à l'époque comme un cauchemar, c'est-à-dire rénover l'Empire ottoman et pour s'opposer, pour éviter un tel cauchemar à l'avenir, Lord Palmerston, le Premier ministre britannique de l'époque, a imaginé la création d'un État tampon entre l'Asie et l'Afrique, entre la Syrie et l'Égypte, pour qu'une telle expérience ne se reproduise plus. D'où l'idée d'un État sioniste qui a été incarné, réalisé plus tard avec le mouvement sioniste. À l'époque, ce sont les chrétiens sionistes qui ont conçu ce projet et qui n'avaient pas l'aval des juifs dans le monde. C'était un projet minoritaire. Donc, voilà. 3 ans après, Allenby, à Jérusalem, le 25 juillet 2005, après la déclaration, la fameuse l'entrée de Allenby à Jérusalem, donc le 25 juillet 2020, les troupes françaises, commanditées par le général Gouraud, entraient aussi à Damas. Ils s'étaient précédés avant par Allenby à Jérusalem, qui avait déclaré qu'il venait de mettre fin à la domination musulmane à Jérusalem. Donc il entrait à Damas, après la bataille, la célèbre bataille Maïsaloun, pour appliquer par la force les accords de Sykes-Picot. En tant que premier haut commissaire français au Levant, Henri Gouraud entra à Damas et part visiter le tombeau de Saladin, devant lequel il aurait déclaré « Réveille-toi, Saladin, nous sommes de retour. Ma présence ici consacre la victoire de la croix sur le croissant. » C'est génial de la part d'une république qui se dit laïque. Voilà. Sans ce bref appel historique, il est difficile de comprendre les convulsions actuelles qui déchirent l'Orient arabe dans son ensemble
voire au-delà, comme on le voit avec l'Iran, qui ne faisait pas partie de cette zone à l'époque, et la centralité de la cause palestinienne dans le mouvement de libération anticoloniale. Le 7 octobre 2023, malgré le génocide que l'entité sioniste a perpétré contre le peuple palestinien, a montré l'impossible victoire du sionisme prédateur dans cette région. Les conséquences stratégiques de ce déluge sont incalculables pour l'avenir du monde arabo-musulman et pour le nouvel ordre mondial en gestation. Parce que l'actuelle agression contre l'Iran ne va pas s'arrêter seulement à l'Iran. On a entendu des menaces de la part de Netanyahou contre même le Pakistan. Il avait officiellement déclaré que après l'Iran, ce sera le tour de toutes les puissances qui pourraient menacer la sécurité d'Israël. D'ailleurs, c'est la doctrine aussi occidentale. Il faut assurer la suprématie absolue d'Israël face au monde arabo-musulman. Donc voilà, un vaste programme. Donc les conséquences stratégiques de ce déluge sont incalculables, dans la mesure où les secousses géopolitiques sismiques n'ont pas cessé d'ébranler le fondement même de l'ordre américain dans la région. Il est encore tôt d'en dresser un bilan exhaustif. Mais cela ne nous interdit pas de souligner quelques enseignements ou quelques conclusions des titres. Israël apparaît plus que jamais comme une colonie occidentale. Ça a été prouvé, c'est dès le premier jour après le 7 octobre, tous les dirigeants occidentaux, sans exception, se sont rendus en Israël pour exprimer leur solidarité. La normalisation de certains pays de la région avec Israël bat actuellement de l'aile. Je pense que ça va finir aussi. Le projet israélien de déporter les Gazaouis a échoué, parce que c'était ça l'objectif d'Israël. Par contre, on assiste depuis le 7 octobre 2023 à un exode massif des Israéliens qui quittent Israël pour l'Europe ou les États-Unis. Ces départs remettent en question les fondements même du projet sioniste et fragilisent l'avenir de l'État sioniste. Cette émigration à bas bruit représente quand même à peu près 900 000 personnes. La bombe démographique qui faisait trembler les dirigeants de l'entité sioniste, à commencer par Ben Gurion, est actuellement une réalité. On compte désormais plus d'Arabes sur l'ensemble de la Palestine historique entre le fleuve et la mer que d'Israéliens juifs. Voilà.